Covid-19 continue de susciter des interrogations, même au sein de la communauté scientifique. Le collectif Alliance Santé Martinique a exprimé ses doutes lors d'une conférence de presse ce matin. Il appelle à la prudence, en tout cas en ce qui concerne l'administration des vaccins. Le collectif estime qu'on n'a encore aucune garantie sur son efficacité et qu'il existe d'autres formes de traitement. Christine Cupit. Les médecins du collectif Alliance Santé Martinique ne sont pas contre le principe de la vaccination, mais ils estiment que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour le lancement de ce nouveau traitement préventif contre le coronavirus. À Dakar afin d'y travailler comme gouvernante dans une famille de colons. C'est là qu'elle entend pour la première fois des voix qui lui ordonnent de rentrer chez elle pour libérer son peuple. Alors, prônant la désobéissance civile et la non-violence, Aline va appeler les Sénégalais à lutter pour leur terre et le respect qui leur reviennent de droit. Je ne vous dévoile pas toute l'histoire, mais je vous promets, il n'y a aucune page ennuyante. Quand vous allez le refermer, vous aurez même un petit bout de tristesse dans le cœur parce que, ouais, l'aventure sera terminée. Ce qui m'a le plus frappé dans ce roman, c'est la façon dont la littérature est capable de vous expliquer le monde, les hommes et le pouvoir. Je cite: « Le pouvoir est une drogue, comme les autres, la plus ultime, la plus néfaste, parce qu'elle contrôle le destin de peuples entiers. Nourrir les mauvaises intentions, c'est faire grandir des monstres. » Fin de citation. Demandez-le à votre libraire. Le roman s'intitule « Aline et les hommes de guerre ». Il a été écrit par Karine Silla et publié en 2020 aux éditions de l'Observatoire. Ardent de soleil, Momaï. Le rendez-vous de la presse. Bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous de la presse. Avec mes invités, nous allons décortiquer, analyser l'actualité de la semaine sans langue de bois et essayer de vous donner des pistes de réflexion. Nous avons aujourd'hui comme invité Fanny Marceau, journaliste à RCI. Bonsoir Fanny. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Francette Fleurimont, directrice de publication du magazine Interentreprise. Bonsoir Francette. Bonsoir Alain, bonsoir Fanny et bonsoir chaque Martiniquais et chaque Martiniquaise. Moïse Udino, sociologue. Bonsoir Moïse. Bonsoir. Et Adams Kouaté, président du Club Presse. Bonsoir Adams. Bonsoir Alain, bonsoir Fanny, bonsoir ma chère Fleurimont, bonsoir député sociologue et puis bonsoir la Martinique tout entière. Alors, l'émission est réalisée par Rodrigue Calixte. Bonsoir Rodrigue. Alors, nous allons donc commencer cette émission par l'information qui a marqué la semaine et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'éventualité de non-lieu dans l'affaire de la chlordécone. Des associations de Guadeloupe et de Martinique ont été entendues par des juges d'instruction à Paris en visioconférence, 15 ans après avoir déposé plainte. Et là, elles apprennent que l'enquête se dirige vers un non-lieu en cause la disparition de pièces du dossier et le délai de prescription. Je vous propose d'écouter Pascal Tourbillon de la Soupamar. Il est comme KO debout. Nous ne comprenons pas. On veut nous dire que les faits ne seront pas examinés, qu'on ne va pas établir les responsabilités, qu'on ne dira pas qui est-ce qui a fait quoi alors qu'on connaît. Et puis on nous dit mais pourquoi? Parce qu'il y aurait eu prescription. Alors ça fait 14 ans que nous demandons de procédure en procédure. Et puis aujourd'hui, après 14-15 ans, on nous dit que c'est prescrit. On nous dit que des preuves, des éléments de preuve ont disparu. On nous dit que certaines administrations ont refusé de donner des éléments. Ce n'est pas de notre fait. Alors qu'on sait que il y a un fait criminel, des gens continuent à mourir jusqu'à présent du fait de l'empoisonnement de nos sols. Et puis aujourd'hui, le juge nous dit, on ne peut pas juger, on ne pourra pas juger. Fanny Marceau, quelle interprétation donner à cette possible décision de justice? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on est, quand on est martiniquais, quand on est concerné, je crois qu'on est forcément un petit peu comme Pascal Tourbillon et qu'on est forcément assez choqué par ce qu'on nous dit là. On a quand même une plainte qui remonte à 15 ans. Est-ce qu'il a fallu autant de temps pour se pencher là-dessus? Quand on voit par exemple que la mission parlementaire qu'avait dirigée Serge Letchimy a mis finalement 1 an à tout casser pour vraiment avoir les documents, pour pouvoir faire un point et pour pouvoir identifier les responsabilités des uns et des autres. Bon, même si effectivement beaucoup de gens ne se sont pas présentés à ces auditions, beaucoup de gens qui d'ailleurs étaient des ministres à l'époque, mais mine de rien, il y a quand même eu une avancée
significative en un an, et on veut nous faire croire que la justice a mis 15 ans pour pouvoir arriver finalement à des conclusions similaires, avec des preuves qui disparaissent, des choses comme ça. Je comprends la frustration et la déception énorme des associations. Quand on est martiniquais, je comprends qu'on soit effectivement choqué et qu'on soit désappointé, c'est une évidence. Adam Squatté, on vient de dire aux Martiniquais, circuler, il n'y a rien à voir. L'impensable est en train de se produire, Adam Squatté? Mais moi, je crois que forcément, il y a quelque chose à voir. Et François Hollande ou Nicolas Sarkozy, en son temps, au moment où le processus était engagé, c'était sous Nicolas Sarkozy, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, François Hollande, qui était au cœur de cette affaire-là, n'a rien dit de cette histoire-là. Emmanuel Macron a, je crois bien savoir, quelque part, reconnu un tout petit peu la responsabilité politique de l'État français. C'était en Martinique, au Morne-Rouge, c'est ça? Justement, pour vous en souvenir. Effectivement, Fanny a parlé de la commission parlementaire diligentée, placée sous la responsabilité de l'FMI, qui a reconnu des responsabilités dans le monde des planteurs, des producteurs et autres importateurs et industriels et tout ce qui s'ensuit. Et cette action en justice, en fait, qu'est-ce que ça vise? Ça vise éventuellement à obtenir une condamnation au pénal. Façon. Mais on comprend, comme Fanny l'a dit tout à l'heure, et Pascal Tourbillon avant, notre indignation, notre stupeur face à cette éventualité. Alors, ce qui pourrait interpeller aussi sur d'autres plans, pourquoi l'affaire a traîné pendant 15 ans dans les tiroirs de la justice? Que faisaient les avocats pour ne pas soulever cette question de manière permanente? Et donc voilà, je pense qu'il y a des avocats médiatisés qui peuvent quand même aussi, et qui sont dans ce dossier, qui peuvent vraiment faire avancer, interpeller beaucoup plus régulièrement, parce que là c'est quand même, il y a des l'inexplicable dans nos non-lieux qui pourraient se prononcer. Alors Moïse Dino, est-ce que l'on est toujours en Martinique, est-ce qu'on est toujours un pays dominé? S'il y a eu en France, dans l'Hexagone, l'affaire du sang contaminé, l'affaire du Mediator, il n'y aura pas l'affaire de la chlordécone parce que ça se passe aux Antilles? Déjà, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a une quantité importante de personnes contaminées, avec des problèmes. On est dans un déni... 92% de personnes contaminées en Martinique, 95% des personnes en Guadeloupe. Mais ça renvoie simplement à cette question de l'impact que ça peut avoir sur le sentiment d'appartenir à un ensemble, et de ne pas être des justiciables comme les autres. Donc c'est une fin de non-recevoir, et c'est une violence terrible pour l'ensemble des personnes qui sont contaminées, celles qui se battent. Et le problème, c'est que la colère va grogner encore plus à cause de ça. On va y revenir. Francette Florimond, vous me disiez il y a quelques semaines que cela était quasiment impossible et que les temps changent. Apparemment non, Francette. En fait, je dirais tout d'abord que l'État français est un État trop bien organisé pour qu'on puisse brutalement perdre des papiers. Et on doit mettre ça en parallèle avec un grand nombre de procès qui n'ont pas abouti pour les mêmes raisons. Et je vais faire encore un autre parallèle. Regardez les événements d'Algérie. Ce n'est qu'après la mort de François Mitterrand qu'on a commencé à ouvrir le dossier véritablement. Est-ce que ça veut dire que pour le chlordécone, il faut aussi qu'on attende que l'ensemble des personnes en responsabilité à cette époque-là meurent? Et que du coup, effectivement, après, on entrera sur un chemin en disant, mais vous savez, etc., vu que les preuves ne sont pas là. Donc, dans mon esprit, ce n'est même pas possible que les papiers ont pu être perdus. En plus, quand on apprend que des administrations ne veulent pas les transmettre. Moi, je crois que le changement du temps vient du fait que, ne serait-ce que ce soir, on ose dire ça. Et que le peuple, d'une manière générale, dit que c'est pas possible. Et il se trouve, par un heureux hasard, ce matin, il y avait la conférence de presse de l'INRA nationale qui présentait sa stratégie à 10 ans.
Eh bien, j'ai assisté à ça, vu qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut assister à des conférences qui se passent sur le continent. Et je me pose une question pour savoir, est-ce qu'ils sont en train de faire, ils ont prévu dans leurs 10 prochaines années des recherches particulières, non seulement pour dépolluer les sols et pour faire de manière que le corps des êtres humains soit moins pollué. Eh bien, ils étaient très gênés, parce que visiblement, encore une fois, eh bien, ils n'ont pas vraiment prévu. Et ça, moi, je considère qu'il ne faut pas laisser passer ça. Et c'est parce qu'aussi, le temps changera. Il change déjà, mais il changera encore plus si tout le monde est véatif par rapport à ça. Et je rejoins Fanny. Nous sommes concernés, quoi. C'est pas un sujet abstrait. Nous sommes concernés. La personne qui vous parle sera bientôt mamie. J'ai des craintes sur ça, quoi. Fanny Marceau, donc, on peut pas... Fanny Marceau, justement, est-ce que consciemment, cela ne nous renvoie pas à notre qualité de Français entièrement à part ou à part entière? De seconde zone, vous voulez dire? De seconde zone, si vous voulez. Ceux qui ont seulement le droit de se taire et de ne rien dire. Je ne sais pas si on doit l'envisager comme ça. Je me dis qu'il y a certainement d'autres affaires à l'échelle nationale et pas que chez nous, ou même éventuellement dans d'autres territoires d'outre-mer aussi, hein, évidemment. Je pense par exemple, je ne sais pas moi, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie, qui ont certainement d'autres affaires du même acabit et qui au long cours et qui sont pas encore réglées, qui traînent. Ce que je trouve assez scandaleux dans cette histoire, c'est que non seulement on est empoisonné, que l'État a reconnu sa responsabilité et que pour le moment personne n'a été condamné à rien, et puis que c'est quand même une catastrophe qui a toujours un impact aujourd'hui. C'est pas comme si c'était passé dans les années, j'en sais rien moi, 1800 et des brouettes, et qu'aujourd'hui il n'y avait plus de conséquences. On est tous aujourd'hui au quotidien, chaque fois qu'on mange un truc, on est concerné d'une manière ou d'une autre, on est inquiet à chaque fois qu'on boit quelque chose, qu'on ingère quelque chose, même parfois qu'on s'expose. Je veux dire, il y a quand même une réalité permanente aujourd'hui qui fait que techniquement, ça devrait choquer jusqu'au plus haut niveau de l'État, ça devrait interpeller. Et il y a eu effectivement ce courrier d'Alfred Marie-Jeanne en fin de semaine dernière, on va en parler. Qui interpellait le président de la République et qui lui disait « intervenez, faites quelque chose ». Et pour le coup, sur ce coup-là, il n'a pas tort. Le président de la République, qui lui-même a reconnu la responsabilité de l'État, devrait demander à ce que le nécessaire soit fait pour qu'on ne soit pas pris pour des Français de seconde zone. Souvent, il y a l'intendance qui a du mal à suivre, et là, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire que le président semble aller dans une direction, mais il y a beaucoup d'intérêts qui n'ont pas intérêt que ça sorte. Regardez la lettre de monsieur Éric de Lucie récemment, voilà. Et donc, ce sont des mauvaises manières qu'il faut changer. Et c'est pour ça que moi je n'accepte pas de dire que je suis quelqu'un de seconde zone. Ah non, mais je l'accepte pas non plus, mais le problème, c'est qu'il faut s'en rendre compte. Oui, mais est-ce que ça n'est pas le constat? Non, je n'accepte pas ce constat-là. Parce que l'accepter, ça veut dire qu'on l'intègre, on l'ingère et qu'on... Non, c'est parce que jusqu'à présent, on était dans un système qui voulait que nous soyons considérés comme des personnes de seconde zone, et malheureusement, nos dirigeants, nos politiques, etc., l'ont intégré. Mais quand on voit ces gens qui déboulonnent les statuts, qui sont devant, etc., qui font, c'est parce qu'ils le refusent. Et c'est parce que de plus en plus, les gens se lèveront, que du coup, on ne sera plus considéré comme de la seconde zone. Parce que je redis... Enfin bon, on continue. Alors, Adam, si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être. Moi, je veux dire qu'il y a un réel danger qui plane sur l'avenir de tous ceux qui vivent dans ces pays. Allô? Bien sûr. On vous écoute. Vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend. Il y a un réel danger qui plane. Et je crois que justement, on a parlé tout à l'heure, on peut faire, il y a beaucoup de choses dedans. Mais je pense que les jeunes qui ont lancé un mouvement d'action depuis quelques mois, il y a le volet sanitaire. Je pense que tout le reste, on va supputer, on va parler de patrimoine, on va parler de ceci, de cela, mais ce sur quoi on ne va pas pouvoir longtemps parler, c'est quand même le problème de santé, l'impact de cet empoisonnement du sol en Martinique sur la santé de tout le monde. Et je pense que là, il y a... Laissez-le finir. Non, continue. Il y a une réelle urgence à prendre cette situation-là en compte.
je veux dire, ceux qui en sont victimes, beaucoup effectivement sont partis. Mais il reste quand même les 90 autres % de la population, ceux qui vivent ici depuis un certain temps. Alors on ne sait pas, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Moi, je vous m'excusez de rappeler ça, je crois que je l'ai fait dans une précédente émission. J'ai été frappé de voir qu'en consultant les publications, les journaux dans les années 70, 74, 75, le problème de la pollution avait été posé par quelques courageuses personnes. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait un spécialiste de France qui venait expliquer, non, tenez plutôt comme ça le produit, faites comme ça le dosage des produits. Ce qui veut dire qu'en bonne conscience, on savait ce qui se passait. Et donc là, qu'on ne nous dise pas en ouvrant, qu'on ne nous dise pas que rien ne s'est passé et qu'ils ne veulent pas créer un précédent. C'est justement en créant un précédent, c'est-à-dire en condamnant, en appelant à la responsabilité des uns et des autres, qu'on pourrait éventuellement faire face à quelque chose qui est une réalité, qui est l'une des plus grandes menaces qui pèse sur la Martinique. Merci Adams. Attendez, Francette, que pensez Moïse Udino, que pensez d'un pays, d'une justice qui veut condamner à des peines de prison ferme des jeunes qui déboulonnent des statuts, qui condamnent des hommes qui ont filmé des policiers et qui ont peut-être fait des montages tendancieux et qu'il y aura un non-lieu dans un dossier comme celui de la chlordécone. Déjà, on parle de Français de deuxième zone. Pour moi, c'est même pas des Français de deuxième zone. On ne nous considère pas comme des Français de deuxième zone, mais de dernière zone. D'accord? De la dernière zone. J'ai discuté un petit peu pour préparer l'émission, voir un petit peu ce que les gens pouvaient ressentir. Vous savez que les gens ont l'impression que c'est une punition parce qu'on a déboulonné des statuts. Ce dossier-là, c'est terrible. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de ne pas traiter ce dossier, le fait de ne pas rentrer dedans, le fait de ne pas punir ceux qui sont responsables... Donc ce serait de notre faute alors? C'est ça. On est en train de se culpabiliser encore une fois. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance négative, c'est-à-dire une blessure morale. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Il n'y a pas moyen d'être là, il n'y a pas de raison d'être là. Vous n'existez pas, vous faites ce qu'on vous dit et vous appliquez à la lettre. Et le problème, c'est que ce qui plane sur nos têtes aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la structure sociale qui va exploser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en colère parce que d'abord, il y a de l'empoisonnement, ensuite, ils ne sont pas entendus, en troisième lieu, ils ne sont pas reconnus, et de toute manière, la colère, elle va gronder, et c'est ça le problème. Donc, de quelle manière doit-on réparer cette histoire? Et j'ai envie de dire, pour aller un peu plus loin, puisqu'on est sans langue de bois, allez-y. Ils sont où les politiques depuis le temps? Ils sont où? Mais là, ils viennent de réagir. Mais non, mais on est dans une période électorale. Attendez, pas tous en même temps. Alors, nous sommes dans une période électorale. On doit arrêter fait Gilles. D'accord? Il y a la vie des gens qui est en jeu. Tous ces hommes-là devraient monter au créneau. Alors, il y en a qui l'ont fait, d'autres l'ont fait. Mais aujourd'hui, toutes les personnes qui ont dit... On aurait pu régler ça autrement, ça aurait pu se faire autrement. Ça a commencé comme ça, on ne sait pas comment ça va se finir. Et le problème, c'est qu'il faut faire très attention aux enfants qui viennent derrière parce que ça va être très, 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 très violent. Fanny Marceau, c'est de la récupération politique? Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que depuis des années, on aurait pu, comme le dit Moïse Udino, se mobiliser davantage. Là, on a un peu ce sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'on a des élus qui, finalement, certains montent au créneau. On ne va pas le nier. Il y en a, évidemment, qui ont pris le sujet à bras-le-corps et qui se sont mobilisés pour y aller. Mais s'il y avait tous été, en dépit de toute leur rivalité politique, on aurait certainement pu régler la chose depuis longtemps. On ne va pas nous faire croire que les élus de Martinique sont moins impressionnants, moins puissants ou moins efficaces que les élus d'ailleurs qui peuvent éventuellement se mobiliser pour pouvoir obtenir gain de cause pour leur territoire. C'est tout le pays. Et ce sera effectivement un des enjeux majeurs de cette campagne électorale à la 7e, je n'en doute pas une seconde. Je ne suis pas spécialiste en politique, mais enfin, il suffit d'être un électeur un peu éclairé pour pouvoir se rendre compte que ce sujet-là, comme celui de l'eau par exemple, font partie des sujets incontournables de la campagne. On peut même se demander des élus de qui, si ce sont des élus d'ici, de la République ou des élus du portefeuille. Francette, vous êtes en train de bouillir derrière votre... Je ne trépine pas, je vous entends avec beaucoup de joie parce que ça vient corroborer ce que j'allais dire. D'une part, juste de dire que la collectivité de la Martinique, qui est aujourd'hui CTM, n'est pas partie prenante au procès. C'est-à-dire qu'il y a la région Guadeloupe
il y a des associations martiniquaises, mais pas ce qui était à l'époque la région Martinique. Allez-y. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ces lettres de dernière minute peuvent paraître très politiciennes. Et ils n'ont pas été là pendant ces 15 années pour essayer justement que le dossier on reviendra sur les propositions. Ça, c'est la première observation. La deuxième, est-ce que vous entendez quand le ton que nous avons tous pour parler de ça? Ce qui veut dire que nous sommes plus à la limite dans notre posture, enfin en plus de notre posture de journaliste, nous sommes concernés. Ce qui veut dire que le ton que nous employons doit inciter ceux qui nous écoutent et ceux qui prennent des décisions de justice à ne pas faire n'importe quoi. Parce que je pense que le peuple a été très gentil jusqu'à présent. Il a été patient. Il a fait confiance. Et quand il y a eu la commission d'enquête avec Justine Benin et M. Letchimy, il y a eu des espoirs et de plus rien. Donc, attendez, et c'est pour ça, est-ce que vous n'arrivez pas à faire le corollaire, en tout cas moi je le fais, entre ce qui se passe là sur la santé, c'est-à-dire que des personnes, de manière volontaire, ont écourté la vie d'autres, et pas simplement sur une petite durée, sur une longue durée. Donc pourquoi croyez-vous que les jeunes qui font les actions en ce moment sont aussi déterminés? Je trouve que parce qu'ils savent que de toute façon, ils sont contaminés, quoi. Ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas que la population au sens large du terme, on a les journalistes qui sont censés être des gens neutres, qui sont eux aussi en colère, qui sont eux aussi indignés. Et à partir de ce moment-là, je pense que quand même, il y a vraiment, si toutes les couches de la population, même les gens qui sont censés être les plus neutres, ont un regard assez critique sur ce sujet-là, c'est qu'il y a quand même matière à s'indigner, c'est qu'il y a quand même un choc, quoi. Il y a quand même un problème. Alors maintenant, je vous propose d'écouter Serge Letchimy. Il était le président de la commission d'enquête sur la chlordécone et il était l'invité du journal de 19h. Il était interrogé par Catherine Gagné. Je vous propose de l'écouter. Le scandale, c'est que la justice ne trouve pas les documents et la commission d'enquête a les documents. Et c'est parce qu'on a retrouvé ces documents qu'on a pu établir la responsabilité de l'État, la responsabilité des importateurs, la responsabilité des importateurs producteurs, parce que c'est aussi ça, et aussi la responsabilité des groupements, et à la fois privés et publics. Donc nous avons ces documents existent. On le sait que ça existe. J'ai entendu parler d'un document là où on autorisait... Les bordereaux de dédouanement, non ? Exactement, ces bordereaux de dédouanement qui démontraient en fait qu'après les interdictions de 90 et la prolongation pendant 3 ans et les interdictions de 93, on a trouvé entre 93 et 2002 des importations de chlordécone, donc son usage et sa commercialisation. Donc ces documents existent. Le rapport de la commission d'enquête qui a été rendu à la fin de l'année 2019 n'a jamais été mis en application. L'orientation aujourd'hui de l'État, c'est que les Antillais, Martiniquais et Guadeloupéens doivent vivre avec la chlordécone. Les Martiniquais et Guadeloupéens doivent refuser de vivre avec la chlordécone, mais devoir sortir de la chlordécone. Donc quand on fait ce choix-là, on prend des petites mesurettes additionnées et on ne s'attaque pas au vrai problème. Adam Squatté, ce que dit Serge Letchimy fait froid dans le dos quand même. Est-ce que ce n'est pas aussi... Ça fait non seulement froid, parce que c'est une réalité, ça fait froid dans le dos, mais si cet accent, le ton qu'il utilisait tout à l'heure, s'il l'avait utilisé avant même qu'il soit, je veux dire, le rapporteur justement d'une commission parlementaire sur la question, c'est-à-dire dans les années 2006, 2007, je pense que son discours serait encore beaucoup mieux entendu. Il y a dans cette question-là, d'une part. D'autre part, et aujourd'hui, le monde regarde la Martinique. Le monde, par le biais de beaucoup de médias aujourd'hui, tout le monde, partout où vous passez dans le monde, on vous interpelle. Eh bien, il paraît que chez vous, la terre est empoisonnée. Empoisonnée par des produits. Comment ça s'est produit, comment ça s'est déroulé, et comment vous allez vivre, et comment vous le vivez aujourd'hui, et comment vous allez vivre, vous le vivrez demain. Je pense que ces interpellations-là, ces inquiétudes qui pèsent sur nous, ce que nous manifestons tous ensemble et en commun sur cette terre martiniquaise, le monde également nous regarde à propos de ça. Et là où je voulais en conclure, enfin, sur cette question-là, je crois que l'une des toutes premières responsabilités devait être de préparer un avenir. Parce que
je ne veux pas être... Nous sommes déjà dans une situation relativement catastrophique au plan sanitaire. Et pour mieux préparer notre avenir demain, pour mieux préparer au moins le choc ou les différentes étapes de choc, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il faudrait quand même, je veux dire, des équipements. Il faudrait une formation. Il faudrait une réelle prise en charge de l'homme martiniquais, quoi. Et ça, c'est une situation relativement compliquée et complexe. On ne crée pas une situation d'angoisse, hein, mais regardons autour de nous. Le nombre de personnes de plus en plus jeunes qui meurent du cancer ou qui développent des formes de maladies assez complexes, ou alors le taux de fécondité qui baisse. Donc il y a d'autres facteurs, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui nous mettent devant une urgence. Très bien, Adams. Alors, malgré le travail fourni par la commission, en fait, le gouvernement et le président de la République avaient déjà décidé d'enterrer ce travail fourni par la commission. En fait, il y nous, Moïse Udino. Ben, c'est un géolto, hein, oui ou pas, oui. Bon, et surtout, ce que j'ai envie de dire, je ne comprends pas. Si la commission a les documents, qu'est-ce qui lui empêche, qu'est-ce qui empêche à la justice de les réclamer et qu'est-ce qui empêche aux administrations de les transmettre? Si ce n'est... Parce qu'au fond, en tenant le discours que nous sommes en train de tenir là, ou que je tiens, on va me dire que je suis un complotiste, que j'ai une vision un peu parcellaire du monde, que j'ai une manière de voir le monde particulière, que c'est pour enflammer. Mais si ce n'est pas pour détruire, si ce n'est pas pour détruire cette humanité-là, pourquoi ça a été fait? Simplement pour de l'argent? Eh bien, je trouve que c'est vulgaire, je trouve que c'est grossier, je trouve que c'est condamnable. Parce que c'est des vies qui sont en jeu. C'est des vies. Et le problème, c'est qu'au lieu d'essayer d'accompagner, de réparer et de trouver une manière de faire en sorte que les choses changent et qu'on ait un peu d'espoir, on lamine tout le monde. Fanny Marceau. Mais je suis assez d'accord avec Moïse. C'est assez scandaleux. On entend dans ce discours de Serge Letchimy, dans cette intervention de Serge Letchimy, qu'ils ont les documents. Les fameux documents qui ont disparu, les fameux bordereaux qui ont disparu, dont les juges d'instruction nous ont expliqué, ou en tout cas ont expliqué aux associations de Guadeloupe et de Martinique, les associations plaignantes, qu'ils avaient disparu. Serge Letchimy nous explique que la commission parlementaire les a eus en main. Donc ils n'ont pas disparu, donc ils sont quelque part. Quel est ce discours qu'on donne aux gens? On leur dit, on a perdu des preuves, mais en fait on apprend qu'elles sont dans un coin. On nous dit, il y a prescription, mais en fait, toute force est de constater qu'ils ont fait traîner pendant 15 ans une affaire qui aurait pu être réglée beaucoup plus vite. On va pas me faire croire qu'il faut 15 ans pour pouvoir dresser des études, les études nécessaires à l'enquête, pour faire des auditions. Ce que la mission parlementaire a pu faire en quasiment un an. On va pas me faire croire qu'on va estimer qu'il y a prescription sur un sujet qui est toujours on ne peut plus d'actualité, au point qu'on est tous encore empoisonnés aujourd'hui. Enfin, c'est surréaliste ce qui est en train de se passer. C'est surréaliste. Ok, alors je vous propose d'écouter tout de suite, toujours sur le même sujet. Je sais, nous sommes très longs, mais c'est un sujet qui mérite quand même qu'on l'aborde. Je vous propose d'écouter Alfred Marie-Jeanne, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale, interrogé par Cécile Marde, dans le journal de 13h en télé, qui se propose d'indemniser les personnes victimes de la chlordécone. Écoutez Alfred Marie-Jeanne quand même. La collectivité territoriale de Martinique, je le répète et je le dis, sans remettre le couteau dans la plaie, prendra au besoin des mesures pour venir en aide concrètement aux laissés pour compte dans cette affaire. C'est-à-dire, on pourrait parler d'une indemnisation, vous pourriez vous substituer à l'État pour indemniser les victimes? Comment? Et qui m'empêcherait de le faire? Et qui m'empêcherait de le faire lorsque l'État ne prend pas ses responsabilités? Qui m'empêcherait de le faire? C'est bien de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit qu'on le fera immédiatement. Et la question est posée. Voilà ce que je donne à dire, il n'y a aucun problème à ce niveau. Et je dois vous dire que j'ai informé le président de la Guadeloupe. Je lui ai demandé, dans ce cas-là, de s'associer à nous, à notre démarche, s'il le veut bien. Que pensez-vous de cette déclaration d'Alfred Marie-Jeanne, Francette Florimond? Je ne l'avais pas entendu, je viens de l'entendre en direct là, enfin avec vous. Je suis atterrée. Parce que je me dis, Alfred Marie-Jeanne est dans la politique depuis combien de temps? Premièrement. Bah oui, depuis 50 ans. Deuxièmement, tout ne se répare pas avec l'argent. Tout ne se répare pas avec l'argent. Et puis en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, bon, il dit ça, c'est très bien. Là, moi, je me dis, en plus, le ton qu'il emploie, c'est toujours pareil. Donne l'impression qu'on est déjà sur les tréteaux de politique, alors qu'on n'est pas là-dedans, quoi.
On est dans la santé des gens. Et moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que je reparle de cette conférence de presse de ce matin de l'INRA, qui dans les 10 prochaines années ne pense pas faire d'études spécifiques sur le pour la dépollution des sols, sur le chlordécone. Moi, c'est davantage ça qui m'intéresse, parce que c'est pas l'argent de la collectivité, aussi magique qu'il soit, qui va dépolluer les sols. Il y a des endroits sur lesquels il faut qu'on soit tous dans le même sens, mais qu'on soit quand même concret et cohérent dans la stratégie. Je vous interromps parce que mettez-vous un peu à l'abri parce qu'on a un peu de vent pendant que vous parlez et je passe la parole à Fanny Marceau. Fanny, dites-moi, est-ce que le peuple réclame de l'argent ou est-ce qu'il est plutôt à la recherche d'une certaine de reconnaissance de son état de victime et que est-ce que le peuple ne veut pas tout simplement que la justice passe plus que d'avoir de l'argent? Ce qu'on veut déjà, c'est pouvoir être en bonne santé. Je pense que c'est un droit inaliénable qu'on a tous le droit d'avoir. On est tous en droit d'espérer d'être en bonne santé sur son territoire, de pouvoir envisager de cultiver ce qu'il y a dans son jardin sans avoir à passer par un programme Jaffa pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de chlordécone dans le sol de son propre jardin, pour pouvoir vérifier que ce que je vais acheter, même au bord de la route, parce qu'on achète beaucoup au supermarché, mais on a des vendeurs de bord de route dont les étals sont fort jolis, mais on ne peut pas s'y arrêter parce qu'en fait, il y a un risque de chlordécone, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, parce que c'est un casse-tête énorme de pouvoir simplement manger, simplement cultiver des choses, et ça je trouve ça assez aberrant. Donc je pense que tout ce qu'on veut déjà pour commencer, c'est une certaine liberté de pouvoir cultiver son propre terrain, c'est une certaine et puis c'est aussi le droit à la santé. Mais moi ce qui me choque, pour y revenir rapidement dans ce que dit Alfred Marie-Jeanne, c'est quand il dit qu'il veut indemniser les laissés pour compte. Alors c'est qui les laissés pour compte? Parce qu'on l'est tous. C'est qui ce sont les ouvriers agricoles qui ont effectivement donné de leur personne pour pouvoir effectivement mettre un produit sur les bananiers sans en connaître forcément les risques et les dangers, et qui l'ont fait à main nue, sans masque, sans gants, sans rien, quitte à s'empoisonner eux-mêmes. Oui, mais il n'y a pas que. Est-ce que ce sont aussi tous ces jeunes qui aujourd'hui se mobilisent en Martinique depuis plus d'1 an pour réclamer justement le droit à la santé et le droit à la reconnaissance de l'empoisonnement dont on est tous victimes? Enfin, on est tous dans ce dossier-là des laissés pour compte. Tous les gens qui vivent en Martinique aujourd'hui, mais aussi depuis des années, sont d'une certaine manière des laissés pour compte à partir du moment où effectivement on a des plans chlordécone successifs. Même si la préfecture estime qu'elle a fait le nécessaire, force est de constater qu'on est toujours dans un état de contamination, qu'on est toujours dans un état d'empoisonnement. C'est peut-être potentiellement moins grave qu'avant, parce qu'effectivement on a jugulé, on a mis des limites maximales résiduelles, des choses comme ça. Mais ce qu'on voudrait, nous, c'est le fait qu'on n'avait rien demandé au départ. Tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vivre en santé, c'est que nos pêcheurs puissent aller pêcher pas trop loin comme ils le faisaient avant, c'est qu'on puisse cultiver son propre jardin. Je vais presque citer Candide à force. Mais voilà, c'est tout simplement de pouvoir vivre librement sans avoir à se poser de questions d'empoisonnement au quotidien. Moïse Dino, sur cette proposition d'Alfred Marie-Jeanne? Déjà, il y a beaucoup de gens, 350 000 personnes, plus ceux qui sont partis, plus leurs enfants, leurs petits-enfants, les descendants, les laissés pour compte. Est-ce que ce sont ceux qui sont morts ou est-ce que ce sont ceux qui sont là? Au secours. Donc c'est pas simplement la question de l'argent, c'est la question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la reconnaissance. Et reconnaître cette histoire, reconnaître ce crime, reconnaître cet empoisonnement, c'est permettre aux gens d'exister. Et le refuser, c'est de dire qu'on n'existe pas, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu d'être là. Alors, on peut se targuer de dire qu'on peut donner tous les millions qu'on veut, mais les millions ne vont jamais nous donner une meilleure santé. C'est pas ça qui va nous donner une meilleure santé, et c'est pas ça qui fera en sorte qu'on se sentira à l'aise, bien de pouvoir cultiver chez soi, de pouvoir aller à la pêche, de pouvoir aller à la rivière, de pouvoir manger, boire tranquillement, posément. Et puis je rajoute qu'avec tout cela, il y a une partie de gens qui s'en va, d'autres reviennent, le pays est à sac et en feu, on monte les uns contre les autres, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cet argent. Je ne sais pas si c'est que l'argent. Il n'y a pas que de l'argent. Il y a la santé, la vie et le bien-être. Le bien-être. Et je dis qu'une société qui est en bonne santé est une société prospère. Et vous voyez bien que non seulement physiquement il y a des problèmes, mais c'est du point de vue psychologique. C'est d'un point de vue psychologique, le mal-être existentiel qu'il y a dans la société avec tous ces problèmes et l'unité.
Alors, Adam Squaté, Alfred Marie-Jeanne propose d'indemniser le peuple martiniquais. En fait, les Martiniquais devront s'indemniser avec leur propre argent, puisque c'est l'argent aussi des Martiniquais, pour avoir été empoisonnés par d'autres. C'est ça. Adam Squaté. Si j'ai bien compris, en économie, ça s'appelait une ristourne. C'est-à-dire que j'ai dépensé et de l'autre côté, on me retourne ce que j'ai dépensé. On passe dessus. Mais ce qui est un peu frappant dans les propos du président du conseil exécutif de la Martinique, c'est quand même cette sorte cette manière de faire semblant de découvrir une situation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'inimaginable de sa part. Dans ce pays, franchement, ceux qui ont dirigé ce pays depuis 50 ans ont été alertés de ce problème-là. C'est vrai, on nous dira que même Aimé Césaire, l'un des plus anciens à l'Assemblée nationale, n'avait jamais posé cette question-là. Monsieur Renard avait été député à l'Assemblée nationale, jamais posé cette question-là. Monsieur Lordino, jamais posé cette question-là. Donc, il y a une part de responsabilité des élus politiques martiniquais. Personne ne dira à Basse-Pointe et au Lorrain, parce que nous, journalistes, on l'a vu très tôt, depuis ces 20 dernières années, des ouvriers agricoles qui partaient très tôt, qui abandonnaient leur métier, ne partaient même pas prématurément à la retraite, mais abandonnaient leur métier pour aller vivre avec à l'époque, moins de 500 francs de retraite par mois. Donc, on a été au courant de ça. On a été au courant des maladies inexplicables. Quand le taux de prostate montait, l'infection de la prostate montait ici dans les années 2000 à Martinique, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu au sujet de l'homme martiniquais? Et aujourd'hui, on reconnaît que quelque part, il y a un problème sanitaire qui serait à l'origine de ça. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, ce propos d'indemniser les Martiniquais. La meilleure façon d'indemniser les Martiniquais, c'est d'abord de reconnaître la faute commise sur les Martiniquais et ensuite revoir le système sanitaire de santé publique dans ce pays. Quand on ferme des hôpitaux et qu'on sait que Trinité sera en difficulté, qu'est-ce que c'est que ça? Et que tous les hôpitaux de proximité ferme et qu'on n'a pas suffisamment de médecins et qu'on n'a pas suffisamment de spécialistes. Oui, des dizaines médicaux existent aussi en Martinique. Voilà une raison, voilà un moyen de commencer à préparer, entre guillemets, l'indemnisation des Martiniquais. Alors, très concrètement, leur santé. Francette, en disant cela, est-ce qu'Alfred Marie-Jeanne ne fait pas le jeu du gouvernement? Est-ce qu'il n'ouvre pas la porte au gouvernement en se disant que puisque vous ne pouvez pas reconnaître votre responsabilité, eh bien moi je prends tout à ma charge? Est-ce qu'il fait le jeu du gouvernement? Ah oui. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il ne fait pas le jeu du gouvernement? En refusant Est-ce qu'il se substitue au gouvernement? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en disant au gouvernement... Non, mais en disant au gouvernement qu'il ne... en se substituant au gouvernement, est-ce qu'il ne lui dit pas, c'est pas la peine de reconnaître votre culpabilité dans cette affaire? Ouais. Non, mais bon, moi déjà, c'est pour ça que j'ai du mal à saisir la question, excuse-moi, mais moi là, je pense qu'on est dans un jeu politique et je ne joue pas là. Avec ma santé, je joue pas. Donc, il va se substituer au gouvernement, mais je comprends même pas, quoi. Non. En plus, l'État vient de reprendre la main pour l'utilisation des pesticides au niveau de... au niveau du prêcheur. Donc, au niveau des maires, etc., alors qu'ils avaient cette possibilité de... Enfin, non, mais non. Moi, je me dis, c'est de la... je sais pas, notre président, là, il était un petit peu à côté. Voilà. Et puis bon, Fanny. Il y a deux questions qui se posent quand même. C'est d'abord, comment on indemnise les gens, sur quelle base, qui, quoi, combien, etc. Enfin, c'est totalement... C'est un peu le même... on revient au même débat, finalement, que ceux qui veulent indemniser l'esclavage. C'est qui, quoi, comment, sur quelle base, sur quels critères. Et puis l'autre question qui se pose, c'est qu'on approche quand même d'une élection. C'est bien beau de s'engager en disant je vais indemniser ceux qui sont, etc. Quand bien même on aurait des critères, mais on s'engage, sauf qu'en fait il lui reste 6 mois de mandat et s'il n'est pas réélu derrière, c'est un bien bel engagement, je trouve. C'était quand même peut-être un petit peu envisagé. Et puis il est quand même question de punir.
il est quand même question de punir les responsables. On punit qui? Mais c'est ça qu'on veut, bien sûr. C'est ça, et c'est là où il faut aller. C'est-à-dire que veulent les associations. Je crois que monsieur... Les responsabilités. C'est ça. Le maire du Prêcheur a tenté de mettre en place des choses. Il a été débuté. Enfin bon. Et vraiment, donc c'est la question de on punit qui? Les responsables. Ils sont loin. Ils ne sont, et voilà, nous en souffrons. Ici, on est dans des jeux politiques divers et variés. Moi, je ne suis pas politicien, mais je dis tout simplement qu'on se moque un peu des gens, et même beaucoup. Alors, on a entendu les politiciens, peu importe, hein, mais où sont passés nos intellectuels? Il y en a qui réagissent, mais oui, vous savez, sur les réseaux sociaux beaucoup d'ailleurs. Oui, et puis le problème, je vais juste finir. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Je vais juste finir. C'est-à-dire que je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit, la question de l'argent du portefeuille. D'accord? C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez trop grand, quand vous dites trop de choses, on vous coupe les vivres. Et c'est ça le problème qu'on a ici. Il y a des gens qui n'ont pas cette honnêteté intellectuelle de dire et de dénoncer ce genre de choses-là. Et je crois que tant qu'on n'aura pas fait, tant que tout le monde n'aura pas fait ce travail-là, tant que tout le monde n'aura pas dit ça, eh bien on sera quand même dans un truc qui fera un flop. Est-ce qu'on n'a pas réuni tous les ingrédients d'une nouvelle mobilisation comme celle de 2009, une injustice des béquets qui se mettent en avant dans une campagne publicitaire pour la banane et qui en plus sont partie civile dans cette affaire de la chlordécone? On n'est pas dans le même contexte non plus, et je pense que mine de rien 2009 a pas mal marqué les gens, traumatisé, refroidi pas mal de gens. Donc je ne sais pas si on a tous les ingrédients pour repartir sur le même mouvement. Après il y a aussi effectivement un ras-le-bol général. La crise sanitaire avec le coronavirus n'arrange rien. Les gens ont un petit peu peur les uns des autres aussi, donc on n'est peut-être pas dans la même dynamique, dans le même contexte qui pourrait pousser ce genre de mobilisation. Cela dit, on a aussi depuis plus d'un an maintenant des jeunes militants qui se mobilisent avec parfois une certaine violence, il faut le dire. Donc du coup, on a un contexte qui est vraiment pas le même, vraiment pas la même dynamique. Et je doute, mais après Moïse Dino le dira certainement mieux que moi parce que c'est un peu lui le professionnel dans l'histoire, mais je doute que les gens soient dans cette ligne-là. Et qui plus est, le problème c'est qu'on est, le problème c'est qu'on est quand même dans une histoire où les gens ne comprennent pas forcément toutes les questions de déboulonnage. On n'a pas le même niveau d'information. Donc il y a des personnes qui trouvent que ça n'a... Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est la vieille politique qu'on a en Martinique à la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Le problème que nous nions, c'est ça. Tout, c'est à la volonté de Dieu. Donc on ne se mobilise plus, on a peur du chlordécone. 2009... On est très individualiste aussi. Hein. Absolument, absolument. Et donc, il s'agit de reconstruire une unité. Francette, vous voulez intervenir? Oui, je crois que tout ça vole en éclats quand on est sur la santé et la vie. Là, en Martinique, moi, ce que je ressens, c'est que ce que j'observe, c'est cette radicalité qui est en train de monter, mais on le voit, ces gens qui sont devant les centres commerciaux, ces gens qui... un hangar à banane qui brûle, enfin voilà. Ça, c'est toujours les mêmes. Oui, non, mais n'empêche que, non seulement c'est toujours les mêmes, mais on voit bien il y a une acceptation de la population de ce qui se passe. Je suis certaine que si on faisait une enquête sur ce qui se passe là, eh ben, on serait étonné des résultats. Non, mais que les gens soient en colère, que les gens soient contrariés, bien sûr, mais entre babiller chez soi et puis aller dans la rue, faire une mobilisation, il y a un monde. Dimanche, samedi matin, il y avait au Morne Rouge cette mobilisation de Dépollier Matinique, le Lyonnage, ils n'étaient pas si nombreux que ça, et à part la visite de Jenny Dulis et peut-être potentiellement d'autres élus qui passaient pour aller au Millénium, en vérité, il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup de soutien, et puis les gens eux-mêmes, en termes de mobilisation, on n'est pas... Voici une cause, à mon avis, qui n'a jamais mobilisé grand monde dans ce pays. Il y a d'autres causes également. Mais dire qu'on ne s'est jamais interrogé, par exemple, Alain parlait tout à l'heure des intellectuels qui sont passés. Moi, je me rappelle de 1998, c'est quand même, ça remonte quand même, au moment où un groupe de personnes, peut-être qui n'était pas du tout, dont la voix n'était pas du tout audible, est allé voir le président du conseil régional de l'époque, qui s'appelait M. Alfred Marie-Jeanne, pour lui présenter un plan d'agriculture en Martinique. D'abord, essayer de dépolluer la Martinique et de transformer toutes terres disponibles en terres d'agriculture biologique. Et dans les années 2006, quand cette histoire a commencé, ce dont on parle là, qui entend aujourd'hui parler de Mme Pélage Josse? Personne. Saint-Aimé,
Personne. 2 médecins qui s'étaient levés, qui encadraient un tout petit peu ces questions-là, aujourd'hui sont devenus inaudibles. Enfin, Madame Jospélage, pour le coup, était il me semble, à l'audition la semaine dernière. Justement. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on la voit? Saint-Aimé, est-ce qu'on la... Alors que ce sont des personnes qui étaient montées sur les créneaux. Moi, j'ai encore des lettres, de très nombreux courriers de Mme Jospélage à mon intention pour dénoncer cette situation-là et se préparer à accueillir la catastrophe sanitaire que nous vivons et que peut-être nous serons amenés à vivre pendant très longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui, une mobilisation, c'est quoi? Une mobilisation, ça doit quand même passer à la reconnaissance justement des responsabilités des uns et des autres et de l'État d'abord. En 30 secondes, Moïse Udino, vraiment, il y aura une mobilisation en Guadeloupe à partir du 1er février. Est-ce que le combat va se gagner dans la rue? Je ne sais pas si le combat va se gagner dans la rue, dans la situation dans laquelle nous sommes avec le coronavirus. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est une poudrière qui est là. Et que ça va exploser. Il faut bien comprendre ça. C'est une poudrière. On a le coronavirus qui crée des stress, qui crée des situations invivables. On a une situation inacceptable de la vie de tous les jours, pour le travail, etc., etc. Et ça, plus le carnaval qui n'aura pas lieu, etc., etc., ça sera, à mon avis, une poudrière, une bombe à grande échelle. Merci à tous. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Fanny Marceau. Merci à Françoise Florimont. Merci à Moïse Udino et merci à Adam Squatté. Merci à Rodrigue Calix de l'avoir réalisé cette émission pour la réalisation. Et puis bon, je vous laisse avec le flash de France Inter suivi du grand rendez-vous de Pierre Lafarge. Le rendez-vous de la presse. Les infos, Kathleen Comte. Bonsoir à tous. La perspective d'un reconfinement cette semaine s'éloigne. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole dans les prochains jours. Le chef de l'État refuse qu'on lui force la main. Il veut prendre son temps et laisser toutes ses chances au couvre-feu mis en place il y a à peine 10 jours. Un nouveau conseil de défense aura lieu mercredi. Les chiffres pourtant ne baissent toujours pas. Le nombre de patients en réanimation est même repassé au-dessus du seuil des 3000, ce qui n'était pas arrivé depuis début décembre. 445 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. De la maternelle à l'université, l'éducation nationale est appelée à une journée de grève nationale aujourd'hui, mardi. Professeurs, étudiants, infirmières scolaires, parents d'élèves, tous sont appelés à manifester pour défendre leur salaire et dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans leurs établissements. Derrière cette initiative, une intersyndicale composée notamment de la FSU, la